Expliquez-nous, exprimez-vous. Magazine socio-culturel de la RTNC2, Radio de Développement. Avec Soulou Edgar à la partie technique, à la production et présentation, c'est Lanas Eton Pengwe Congo. Numéro de contact 081 58 39 557 ou 089 89 38 275. Les pensées sociopolitiques du professeur Omeyonga, l'entrepreneuriat des jeunes. Le salaire, la politique salariale, c'est de la compétence du gouvernement. Le salaire n'a jamais été un fait syndical, c'est le gouvernement qui décide. Ainsi, le professeur Nico Omeyonga, professeur des universités, parle du salariat et de l'entrepreneuriat. Expliquez-nous, exprimez-vous, va donc parler de... Professeur Nico Omeyonga, professeur des universités, manager, il est toujours dans le monde de la jeunesse, de sa dernière conférence à l'université Kimbanguiste Congo et de quelques points d'actualité nationale. Bonjour professeur Nico. Bonjour messieurs les journalistes. Vous venez de tenir une conférence à l'université Kimbanguiste en RDC. De quoi est-ce qu'il était question? C'était à l'université Simon Kimbangu, ISK. J'ai été un des intervenants à la conférence qui a été organisée par la coordination des étudiants de l'ISK, principalement ceux de la médecine. Le premier point était abordé par un médecin. Et il a démontré comment un étudiant peut s'y prendre quand il est inscrit en médecine, comment il peut continuer son cursus et terminer. Deuxième partie, c'est la partie qui me concerne. Quand un étudiant a fini son cursus universitaire, comment se fait son intégration dans le monde professionnel. L'étudiant en médecine qui est porteur de son diplôme, une fois qu'il a terminé, comment il va intégrer le monde professionnel. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Je leur ai dit que, comme partout ailleurs, l'intégration d'un diplômé en médecine se fait de deux manières. Premièrement, l'étudiant peut intégrer dans le monde professionnel en choisissant le salariat. C'est-à-dire, il peut être mis sous statut, c'est-à-dire engagé par l'administration publique, par l'État. Il peut travailler dans une formation hospitalière publique. Ou alors, il peut être contractant auprès d'une formation hospitalière privée, c'est-à-dire dans un cabinet médical privé. Deuxième façon, il peut, et c'est ce que je l'ai recommandé, c'est ce que je recommande toujours aux jeunes, c'est d'intégrer, de s'engager dans l'auto-emploi, dans l'entrepreneuriat. Et ici, parce qu'il s'agit de médecins, l'entrepreneuriat médical. Parce que, comme je l'ai toujours dit, pour moi, le salariat, c'est de la pauvreté en sursis, tandis que l'entrepreneuriat, c'est de la fortune en puissance. Et même si, autrefois, l'administration publique constituait la soupape de la sécurité sociale, parce que c'était les plus gros employés, mais aujourd'hui, dans toutes les administrations, dans toutes les entreprises publiques, quand vous y allez, on va vous dire que la structure organique est saturée, c'est-à-dire qu'il y a pléthore, donc il n'y a pas d'engagement. Donc la bonne manière pour que les étudiants intègrent valablement dans le monde professionnel, c'est de s'engager dans l'entrepreneuriat. S'engager dans l'entrepreneuriat médical, donc c'est vrai que ça va pousser à créer plusieurs structures de santé. Parce que s'ils s'engagent, ils vont créer des structures de santé, des centres de santé, des cliniques privées. Oui, ce serait une bonne chose. Parce qu'à ce jour, l'OMS nous dit ceci. Les ratios moyens, c'est de 1 médecin pour 430 personnes. Mais laissez-moi vous dire, pour notre pays, à ce jour, nous avons 1 médecin pour 30 000 personnes. C'est-à-dire que c'est énorme, énorme. C'est-à-dire que la densité médicale ou la couverture médicale est trop faible. C'est qu'il y a beaucoup de gens, nous dénombrons un certain nombre, le taux de mortalité est très élevé du fait des manques de médecins. Parce que nous tenons cette émission à Kinshasa, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de médecins, mais ils sont tous concentrés dans les milieux urbains. Et pourtant, le gros de la population congolaise vit dans les milieux ruraux. 70% de la population vit dans les milieux ruraux. Et même ici, dans les milieux urbains, il y a toujours possibilité, c'est-à-dire l'espace est encore vierge pour qu'il y ait de nouveaux cabinets, de nouvelles formations hospitalières pour permettre d'assurer une bonne couverture
médical. Vous avez fait cet exposé, vous avez présenté tout cela, mais les étudiants eux-mêmes, ils pensent qu'il n'y a plus d'avantage à être libre, indépendant ou à être contractuel. Bon, généralement, les étudiants, comme tous les autres, et ils croient que quand on termine, il faut être sous contrat ou sous statut. Parce qu'ils ignorent encore l'autre aspect. Et ils étaient émerveillés d'apprendre. Ils auraient plus d'avantages à s'engager dans l'entrepreneuriat, où non seulement qu'ils vont se donner de l'emploi, ils vont donner de l'emploi aux autres, mais ils vont se faire aussi de l'argent. Ils seront des patrons. Des patrons. Et vous leur avez donné quelques exemples réussis de l'entrepreneuriat médical. Nous avons plusieurs exemples, mais j'ai cité l'exemple précis de cette expérience, de cet entrepreneur médical, l'exemple des centres hospitaliers Nganda, de notre compatriote Arnold Soulou, qui est un centre qui a pignon sur rue. Il y en a plusieurs. Emeraude, du prof de mémoire, le prof ancien ministre Machako. Il y a beaucoup. Et moi-même, j'ai cité mon exemple. Je ne suis pas médecin, mais j'ai un centre hospitalier qui s'appelle la main de Dieu. Donc, il y a des cas comme ça, les docteurs Yanga, et je leur ai même dit que voilà, j'ai à côté de moi ici un médecin, mais quand vous allez à Mamaemo, la majorité des médecins, chacun d'eux a un cabinet. Quand quelqu'un a un cabinet à la cité, c'est de l'entrepreneuriat médical. Donc, l'entrepreneuriat, c'est loin d'être une nécessité, mais ça devient une voie royale pour régler définitivement la question du chômage des jeunes que nous continuons à déplorer. Ces jeunes médecins qui viennent de finir à l'université, il n'a que comme avantage ses connaissances théoriques. Entreprendre aussitôt suppose avoir un fonds. Comment vous conseillez ce démarrage-là? Comment ils doivent-ils commencer? Et là, pour répondre à cette préoccupation, je vais redonner l'exemple d'un chercheur, Ivan Kataz, qui a fait un article enrichissant porté sur entreprendre sans argent. Ça paraît un peu utopique, oui. Mais c'est ça aussi la réalité. Parce qu'ici, il a démontré qu'il y avait 5 préalables pour entreprendre. Premier préalable, il faut disposer d'au moins 40% de courage. Bon, le courage. L'entrepreneuriat est du domaine de courage. Deuxième préalable, il faut disposer de 40% du risque. C'est-à-dire, pour entreprendre, il faut avoir le goût du risque. Il faut être des riscophiles. Or, je leur ai dit qu'entre les jeunes et les vieux comme nous, ceux qui sont riscophiles, ce sont des jeunes. Alors que nous autres, nous sommes riscophores. On est en train de calculer maintenant ce qui reste encore. Ce qui reste, oui, parce qu'avec le poids de l'âge et l'expérience, tout ça, on doute. Il faut disposer aussi de 10% de résilience. La résilience, comme nous disons, nous chrétiens, nous disons que la résilience, c'est ce que nous appelons la persévérance. Parce que rien de glorieux s'acquiert dans la facilité. C'est qu'il faut être un combattant, il faut lutter. Ça ne marche pas aujourd'hui. Et demain, ça pourra marcher. Il faut disposer, quatrième préalable, de 8% de la connaissance du secteur d'activité. Étant médecin, je crois qu'il peut mieux faire l'entrepreneuriat médical que celui qui a la connaissance médicale. Et pourtant, ils le sont déjà. Ils sont médecins. Dernier préalable, c'est le fameux préalable des moyens. Il n'y a que 2%. Donc, il y a possibilité d'entreprendre sans argent. Vous voyez, sur les 100% qui requiert l'entrepreneuriat, l'argent ne dispose que de 2%. Donc, on peut s'en passer. C'est comme moi, je suis professeur des universités. Si un étudiant fait 98%, c'est énorme. Déjà, quand on a 70%, on dit qu'on a distingué. Et puis, je leur ai encore ajouté ceci. Le malheur ou le mal pour notre pays, c'est parce que nous voulons travailler à cavalier solitaire. Et pourtant, ce n'est pas pour glorifier la colonisation, mais moi-même, je suis de ceux-là qui déplorent, qui combattent la colonisation. Mais il y a quelque chose d'important pour ceux qui nous ont colonisés. Leur hymne national s'appelle « L'union fait la force ». Donc, le problème ici, on peut se mettre à 2, à 3, à 4, parce qu'on a de faibles moyens. Quand on se met à 4, à 5, le moyen devient important, et puis on s'engage. Ça, c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, j'enseigne les cours de management, j'enseigne les cours d'entrepreneuriat, j'enseigne
tous ces cours en rapport avec la théorie des organisations. Et j'ai dit toujours à mes apprenants, de tous les capitaux qui peuvent exister pour dans une organisation, dans une entreprise, le capital le plus important, c'est le capital humain. Et j'ajoute, quand on crée une société, nous avons 3 types d'apports. Nous avons apport en numéraire, c'est l'argent. L'apport matériel, c'est l'immeuble, les véhicules, la machine. Et l'apport en industrie. L'apport en industrie, c'est l'expertise. C'est-à-dire, vous êtes médecin, professeur Omeonga, c'est un économiste, n'est pas médecin. On peut se mettre ensemble. Moi, j'apporte l'argent, vous apportez l'expertise et on crée une entreprise. Donc, la question de financement ne doit pas être un frein. Je sais que l'argent a toujours constitué le nerf de la guerre, mais l'argent, c'est un moyen, mais ce n'est pas une finalité. J'ai même ajouté que chez nous, au Maniema, on dit toujours à Kilimali, l'intelligence, c'est la richesse. Donc on ne peut pas avoir quelqu'un d'intelligent et être démuni et pauvre. Il faut faire tourner la tête, donc tourner votre tête et engager vous avez la compétence. La compétence, déjà, c'est déjà une garantie, une caution qui permet à ces... Mais pour ne pas être surréaliste, j'ai dit que non, il y a quand même des défis à relever. Parce que pour entreprendre, il y a plusieurs défis, surtout dans notre pays. Les défis à caractère économique, principalement les défis fiscaux. J'ai toujours dit que notre pays, au mieux, nous sommes un désert fiscal, au pire, un empire fiscal. Pourquoi? Parce que c'est à quoi nous assistons, ça s'apparente un peu au terrorisme fiscal. Il y a trop d'impôts sur l'impôt. Et pourtant, nous, dès qu'on commence une activité, il y a une multiplicité de taxes à payer et cela peut décourager l'entrepreneuriat. Un autre élément, c'est les différentes tracasseries d'ordre policier, d'ordre administratif. Toutes ces différentes tracasseries font que les gens hésitent un peu d'entreprendre. Parce que pour entreprendre, il faut avoir de la demande. Mais nous sommes caractérisés par la grande majorité de la population dans une pauvreté indescriptible. Donc, quand vous commencez une activité et que les gens qui doivent être vos clients, vos patients, n'ont pas assez de moyens, ça peut être aussi un handicap. Et un autre élément, nous sommes dans un pays où la culture d'abonnement n'existe pas. Même dans les entreprises, très peu d'entreprises viennent s'abonner dans des formations hospitalières pour permettre à ce que les médecins, l'hôpital puissent leur rendre un service de qualité de la prise en charge médicale. Au-delà de ça, il y a les défis juridiques. C'est vrai, il y a des textes qui réglementent l'entrepreneuriat et même l'entrepreneuriat médical, mais le problème, dans notre pays, on a toujours eu une inflation des textes légaux. Mais le grand défi, c'est le respect de ces textes légaux. À quoi servirait une loi qu'on ne saurait pas appliquer? Il y a des défis, mais ils doivent être conscients, oui. Et quand il y a des défis, donc il y a des opportunités. Je leur ai dit que non, l'opportunité est immense. Il y a encore un besoin pressant d'hôpitaux partout. Et de bonne qualité. Or, je sais que vous disposez de beaucoup d'atouts. Par le passé et même jusqu'à présent, l'université, la faculté de médecine de l'université Simon Kimbangu, c'est parmi les meilleures facultés. Vous bénéficiez de l'encadrement des meilleurs professeurs de la République et de Kinshasa. Donc vous êtes très bien formés. Donc c'est un atout majeur qui vous permet de donner un service de qualité, des soins de santé de qualité. Mais au-delà de ça, vous avez l'ADN entrepreneurial. Je leur ai dit que ici, comme c'est une université chrétienne, j'ai parié que la majorité d'étudiants ici sont des chrétiens. Or, Dieu qui nous a créés a mis en nous l'ADN entrepreneurial. C'est comme ça que quand il plaça Adam dans les jardins, il lui a demandé de faire l'entrepreneuriat agricole. Et quand même Abraham, notre père, par la foi, qui est le symbole de la prospérité pour nous les chrétiens, cet homme, jusqu'à son vieil âge, est demeuré prospère. C'est pas parce qu'il travaille chez quelqu'un, c'est parce qu'il a fait de l'entrepreneuriat agro-pastoral. Donc, en d'autres termes, si on veut être prospère, si on veut être grand dans le monde des affaires, dans la vie, il faut entreprendre. Tous les millionnaires à travers le monde, exceptionnellement ici chez nous, les millionnaires ne sont constitués que des mandataires et des ministres, des hommes politiques. Mais ailleurs, ce sont des entrepreneurs qui deviennent prospères. J'ai dit, et je termine par là, que comme nous avons échoué,
je me suis érigé comme le défenseur de la jeunesse pour mettre un terme à l'échec transgénérationnel qui commence depuis 60 à ce jour, pour créer une nouvelle génération de jeunes compétents qui doivent relever les défis, parce que à l'indépendance, il n'y avait que 4 pays en Afrique ici. On avait le Nigeria, l'Égypte, la RDC et l'Afrique du Sud. Et de ces 4 pays, celui qui devrait être considéré comme le catalyseur de décollage du développement de l'Afrique, c'est la RDC. Mais regardez, 63 ans après, nous notons avec regret que les 3 précités là ont émergé. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est un pays émergent qui se retrouve dans les BRICS. Mais quand vous allez à l'Égypte aussi, et le Nigeria aujourd'hui, c'est la première puissance économique africaine. L'Égypte, pareil. Mais nous continuons à patauger parce qu'on n'a pas pris à bras le corps les défis qui étaient les nôtres et on ne s'est pas mis à l'enjeu pour considérer que nous sommes pas les pions de l'indépendance, au premier desquels Lumumba, qui a considéré que nous devions être la locomotive de l'Afrique et tout le développement de l'Afrique doit passer par ici. Donc aujourd'hui, si l'Afrique ne décolle pas, c'est à cause de la RDC. Donc on ne peut pas continuer à porter cette lourde responsabilité de l'Afrique. Le temps est arrivé et je me suis dit toujours, pour être puissant, il faut être fort. Alors je me dis, une jeunesse éduquée est la force d'aujourd'hui et la puissance de demain. Donc je prends le gros de mon temps à encadrer la jeunesse pour que demain nous soyons puissants, que nous soyons forts. Et vous êtes aidé par cela, par la pensée selon laquelle il faut créer des millionnaires congolais, comme le président l'a dit, et plusieurs structures sont mises en place pour encadrer cet effort de la jeunesse. Et oui, il l'a dit. Et le problème est, dans notre pays, si tout dépendait du discours, ce pays serait déjà un paradis. Et il n'y a pas 36 solutions pour que les gens deviennent millionnaires, qui est pas l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'autre voie. Et j'en profite parce qu'on a décrété que le mois d'octobre, c'est le mois de l'entrepreneuriat. Donc moi, je prépare cette jeunesse pour qu'ils comprennent. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas assez d'entrepreneurs, il y a un défi culturel. Je suis enseignant, je suis professeur d'université. La manière dont on a, depuis 60 ans, encadré et éduqué la jeunesse, on l'a éduqué dans le sens qu'il soit utilisé, qu'il soit employé. Alors qu'avec l'approche anglo-saxonne et avec l'avènement de LMD, je pense que nous devons maintenant changer de paradigme. Préparer les gens qui ne seront plus demain des demandeurs d'emploi, mais qui seront des créateurs d'emploi. Et c'est à ce titre-là qu'ils pourront devenir millionnaires. Mais ça ne suffit pas seulement, parce qu'il faut y mettre des structures, il faut des moyens. Les millionnaires de demain devraient être préparés aujourd'hui. Et quels sont les moyens ? Quel est le budget qui est consacré? Quelles sont les structures d'accompagnement de la jeunesse qui permettent à ce que cette jeunesse demain soit millionnaire? Mais si ça se limite seulement au discours, je parie, sans être fataliste, que 10 ans, 20 ans plus tard, on risque de revenir sur le même discours et que rien n'aura changé. Mais c'est aussi l'enseignement supérieur qui est la conception élitiste, parce que tout vient de là. C'est cette formation-là qui devra changer pour que ça s'implique au niveau secondaire et au niveau primaire. Donc, il faut que l'université et sa conception changent. Mais c'est aussi une copie de la façon de voir des autres. Est-ce que nous avons conçu en nous-mêmes une idée managériale qui prenne en compte l'effort et la débrouillardise des Congolais? Oui, non, vous avez totalement raison. Vous savez, plus d'une fois dans cette émission, je l'ai dit que le décollage de ce pays proviendrait d'un plan pluriannuel endogène. C'est-à-dire, c'est quoi le plan pluriannuel endogène? C'est un plan qui est conçu par les Congolais et réalisé par les Congolais. Bon, c'est vrai que le système LMD, c'est une culture d'emprunt. Mais on n'a fait rien parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est pour éviter. Vous savez, il y a beaucoup de collègues professeurs aujourd'hui qui ont des petits soucis où on pose le problème d'homologation. C'est-à-dire quelqu'un qui a soutenu sa thèse à l'extérieur, il doit passer par notre secrétariat général à l'issue pour essayer un peu de valider son cursus. Son curricula, est-ce que c'est valable? Il y a des essais là qu'on risque de dire que non, avec les volumes de crédits que vous avez reçus, ça ne correspond pas à quelqu'un qui peut être professeur associé, qui peut être docteur. Donc ça pose des problèmes. Maintenant, aujourd'hui, avec le système LMD, ça permet au moins que la mobilité des apprenants. C'est-à-dire quand quelqu'un, vous vous rappelez, il y a souvent nos étudiants, quand ils terminent ici, quand ils vont ailleurs,
On leur dit que non, ils n'ont pas le niveau requis. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été bien formés, c'est parce que les crédits tels qu'alloués dans les différents cours n'ont pas été respectés ici. Donc, au-delà de cet enseignement, je pense que l'université doit être en parfaite harmonie avec la société. Parce que l'université est faite pour répondre aux défis sociétaux. Mais jusqu'ici, l'université a évolué en vase clos, n'était pas en mesure de répondre aux défis de la société. Mais je pense qu'il n'est jamais tard pour bien faire. L'élite, la mutation sociale, même sociétale, est élitiste. Je crois qu'il est temps que l'élite prenne les choses en main, qu'on observe un arrêt. Et là, ça passe, comme je l'ai toujours dit, c'est la volonté politique. D'ici là, ça et là, on parle des élections. Qui nous allons élire? Est-ce que nous allons continuer toujours à nous caractériser par l'instinct grégaire, c'est-à-dire par une sorte de société d'identification où les gens s'identifient au travers des hommes, au lieu de s'identifier au travers des idées? Est-ce que nous allons continuer à voter des gens qui sont de notre tribu, de notre famille, ou alors nous allons faire comme partout ailleurs, que la démocratie ou la politique relève de la méritocratie? Ce doit être les maires d'entre nous qui doivent faire la politique. Toutes ces questions, toutes ces préoccupations doivent être réglées, encore une fois, par le peuple souverain qui pourra sélectionner les maires d'entre nous. Et là, c'est à ce point-là, et il faut qu'il y ait de bonnes élections, des élections libres, transparentes et inclusives. Auquel cas, nous risquons de patauger et faire laisser place. Oui, mais ces élections inclusives et plurielles sont attendues pour la fin de cette année. Le président en a parlé. Est-ce que vous sentez le mécanisme aller droit jusqu'au bout, selon les discours du président? Parce que non, de nature, je suis optimiste. Mais pour cette question précise, je préfère être un optimiste lucide. Parce que les élections, c'est vrai, c'est un challenge, mais ce challenge-là doit se faire de la manière de football. On dit qu'il faut que les élections soient libres, transparentes. Et vous savez qu'il y a une partie de la population et même des acteurs majeurs de la politique congolaise qui ont estimé, qui estiment jusqu'à ce jour qu'on devrait procéder au toilettage du fichier électoral qui aujourd'hui n'est pas très fiable. Et qu'on avait recommandé, on avait demandé à ce qu'il y ait le nettoyage du fichier électoral avec un audit indépendant. Mais ça n'a pas été malheureusement accepté. Et il y a même les princes de l'église catholique qui, pour pallier à ces déficits, ils ont recommandé un audit citoyen. Encore une fois, j'ai comme l'impression la CENI, qui en principe devrait être au centre, l'arbitre qui doit faire participer toutes les parties prenantes pour qu'il y ait des élections libres et transparentes, mais ça ne me donne pas l'impression. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, mais il y a aussi un problème, les bonnes élections se préparent. À ce jour, je ne sais pas, est-ce que les machines ont été déjà commandées? Si elles ont été commandées, est-ce qu'elles sont déjà arrivées? Et comment on va les déployer? Et toutes ces questions-là méritent d'être clarifiées, d'autant plus que j'ai suivi les responsables de la CENI qui jusqu'ici, il y a des candidatures qui ont été déposées à l'intérieur qu'on ne sait pas acheminer ici parce que, comme vous le savez, il y a un sérieux problème d'aéronef. Toutes ces questions-là, il y a aussi des frustrations parce que quand on ne règle pas cette question de participation, parce que l'élection c'est la participation, il faut qu'il y ait tous les partis, pour ne pas citer, SID, à la tête duquel nous avons le président Martin Fayoulou, qui réclame à corps et à cri, et c'est très légitime. Il n'est jamais encore tard que la CENI comprenne ces choses et qu'il implique toutes les parties prenantes et que les élections ne soient pas un moment d'ostracisme où on exclut les uns et on compose avec les autres. Je crois qu'il doit jouer le rôle d'arbitre. Il est temps qu'on puisse accepter tout le monde participe, notamment les idées et son leader Martin Fayoulou. Alors quand le président dit les élections c'est pour décembre, en fait c'est pour permettre à la CENI de mettre les bouchées doubles pour que finalement on y arrive dans les meilleures conditions. Mais je me pense, est-ce que ce n'est pas tard? Parce que cette interpellation devrait se faire bien avant. Mais si la CENI doit se faire maintenant, je doute fort qu'ils n'y parviennent. Sinon, nous risquons encore d'avoir des élections bâclées qui vont déboucher sur un chaos, sur un gâchis. Alors que, vous savez, depuis quand nous sommes allés en Afrique du Sud, c'est pour régler définitivement la question de légitimité. Or, l'illégitimité qui a élu domicile dans notre pays, c'est du fait des élections qui ont toujours été tous les 3 cycles électoraux que nous avons connus
ont été débouchés par un chaos électoral, par des résultats qui ne reflétaient pas toujours la volonté et la vérité des urnes. Donc nous pensons, ce pays, nous n'avons que les seuls. En tout cas, pour moi, je n'ai qu'une seule nationalité, je suis natif d'ici, et tous les Congolais. Les pères des mères. Bon, je n'aime pas tous ces discours-là des pères et des mères. Donc c'est parce que le Congo à nous tous. Non, le Congo appartient à nous. Des pères et des mères, ça c'est quelqu'un peut être des pères et des mères, mais s'il n'a pas l'amour de la patrie, s'il ne fait pas la volonté de la population, là n'est pas le problème. Mais quelqu'un peut être peut-être des pères congolais ou des mères étrangères ou des mères congolaises, mais qui fait le mieux. Le problème, ce n'est pas au niveau des pères et des mères. Le problème, c'est qui est à la hauteur des enjeux, qui est capable de faire mieux que jusqu'ici, parce qu'on ne peut pas continuer à toujours être un pays sous-pauvre. Avec toutes les richesses que nous avons, avec la merveille géologique et la merveille naturelle qu'est la nature que Dieu nous a dotée, je crois qu'on a trop traîné, donc l'heure est arrivée pour que nous fassions les choses normalement. Et pour le faire, c'est avec les politiques. Et que moi, je qualifie de technopolitiques, parce que les technopolitiques sont ceux qui sont capables d'allier et l'expertise et l'éthique. Ce qui a manqué, qui manque à ce jour, c'est l'éthique. Il y a une déchéance morale, congénitale, caractérielle, qui a élu domicile dans ce pays et qui ne permet pas à ce que les choses aillent de l'avant. Donc, plus que jamais, nous voulons quand même des présidents de la République qui est à la hauteur des enjeux, qui est capable de relever les défis, mais aussi nous avons besoin aussi des députés nationaux, des députés nationaux qui ne seront pas là seulement pour applaudir, pour dire oui ou non. Mais là, il faut que la gouvernance parlementaire se fasse autrement, comme dans l'un de mon ouvrage que j'ai écrit, le Vadmekum des députés nationaux dans une démocratie pluraliste. Il faut que les députés sachent, plus que jamais, ils sont législateurs, mais ils sont aussi contrôleurs. Donc il ne suffit pas seulement de voter des lois, mais il suffit aussi de veiller au respect et au contrôle de ceux qu'ils ont voté. Ça, c'est le travail, et ils doivent aussi être des porte-parole. Ils doivent défendre les intérêts de la population. Il ne suffit pas seulement de venir solliciter les suffrages, mais une fois qu'on a les suffrages, on court derrière l'argent pour avoir 21 000 $. Moi, je pense que la politique doit demeurer et rester comme un service, et arrêter de croire que la politique dans notre pays devient un site de prédation, un site d'enrichissement illicite et sans cause. Le député, il ne va pas aller seulement tomber sur ces 21 000 $, mais il doit tenir compte de la répartition de la richesse nationale en tenant compte du fonctionnaire le plus élémentaire à qui on ne donne même pas 100 $, parce que les députés, souvent, ils oublient ça. Non, ils oublient ça. Et c'est là aussi j'interpelle aussi les fonctionnaires et la population tout entière. Il faut un engagement citoyen. Il faut un éveil patriotique. Donc, il faut considérer que les députés n'est pas les patrons. C'est un serviteur. Et ce n'est pas normal que ces députés, qui sont l'autorité budgétaire, qui continuent à se faire beaucoup d'argent au détriment de ceux qui l'ont élu, qui est le patron ici, c'est le vaillant peuple congolais. Mais on ne peut pas comprendre que dans un même pays, où nous entrons dans les mêmes supermarchés, mêmes marchés, que l'un est 21 000 $ et que l'autre a moins de 100 $. Et où est partie la justice et l'équité? Et là, ça pose un problème d'éthique. Parce que la politique, c'est aussi l'éthique, c'est la moralité. Mais si on continue à amener sur la place politique, dans la classe politique des barbares, des marginaux sociaux, qui ont raté la vie quelque part, mais qui croient que, chance le Pamba, ils peuvent se faire de l'argent aussi les dos de la population. Donc là, nous n'allons pas aller de l'avant. Je crois qu'il faut que la population prenne conscience. En tout cas, à ce qui me concerne, tout mon temps, ça fait plus de 5 ans que je m'engage avec la fondation Omeonga Nico pour sensibiliser la population, pour éduquer la population, pour qu'ils deviennent des bons citoyens, pour qu'ils fassent des choix judicieux et pour qu'ils élisent des gens pas par rapport aux affinités amicales, tribales, ethniques ou régionales, mais qui placent à la tête, à la chambre basse, comme au Sénat, ou même à la députation provinciale, maintenant avec les élections locales et municipales, qu'on sélectionne les meilleurs d'entre nous qui doivent présider à la destinée collective. Auquel cas, nous risquons de revenir encore 5 ans, faire le même constat. Donc, et nous continuons à être la risée. Alors, professeur Omeyonga,
aux Nations Unies, le président de la République a demandé le départ de la MONUSCO à partir du mois de décembre 2023. La MONUSCO a trop duré, les résultats ne sont pas toujours satisfaisants. Il faut qu'elle parte. Vous savez, moi-même, je suis un souverainiste, mais la MONUSCO n'est pas venue d'elle-même. Elle est venue sur base d'une invitation. Mais est-ce qu'à ce jour, les autorités du pays, est-ce qu'ont réalisé que nous sommes suffisamment capables de nous défendre vaillamment, de reconquérir les espaces jusqu'ici occupés par l'envahisseur et que la MONUSCO peut se retirer? Je ne dédouane pas la MONUSCO. La MONUSCO aussi a une part de responsabilité parce que le travail qu'il aurait dû faire n'a pas fait. Mais la MONUSCO est venue ici sur base d'invitation. Mais si les gouvernants qui les avaient invités estiment qu'ils ont maintenant tous les moyens, mais pourquoi on continue à garder l'état de siège? Si on a le contrôle de la situation, pourquoi il y a toujours des tueries à répétition? Est-ce que nous avons maintenant la maîtrise de la situation? Donc la MONUSCO, je crois qu'ils doivent partir parce que dans tous les cas, on n'est pas un pays sous occupation. La MONUSCO, j'ai toujours dit, un étranger ne viendra pas mourir pour le Congo. Et ces gens-là, c'est vrai, ils viennent sur base, il y a un peu de business. Et la guerre que nous déplorons là, il y a toujours des combinaisons. Je suivais les ministres des Affaires étrangères qui disaient qu'ils sont venus stabiliser les agressions et les pillages. Mais quand on stabilise, c'est qu'il n'y a plus d'agression. Donc, ils sont venus stabiliser les agressions. Donc, tous ces petits groupes-là, la MONUSCO se met à les encadrer pour qu'il y ait toujours l'instabilité, pour qu'ils restent. Ah, donc, s'ils ne font pas le travail pour lequel ils ont été invités. Mais est-ce que maintenant, les ministres des Affaires étrangères, c'est maintenant qu'ils constatent ça ou c'est quelque chose qui date de quelque temps? Parce que c'est tout ça le problème. C'est-à-dire, s'ils disent qu'ils viennent stabiliser, encadrer, appuyer les gens qui nous agressent, et c'est maintenant qu'il a réalisé, ou alors c'est quelque chose qui date de... Il dit c'est pourquoi il y a opposition à l'Est, pourquoi la population veut que la MONUSCO parte parce qu'on a trouvé... C'est la population qui constate... Or, et pourtant, ce n'est pas la population qui a invité la MONUSCO, c'est le gouvernement. Et ce sont les gouvernants qui ont tous les éléments d'appréciation, qui ont les services de sécurité, tout ça. J'ai pari, quand on est gouvernant, on est censé connaître ce qui se passe. Et je ne pense pas qu'il fallait attendre que la population réclame. Déjà, il devrait y avoir de l'anticipation, de la lucidité pour comprendre que ces gens-là ne font pas le travail pour lequel ils ont parlé. Mais je note aussi que pendant qu'ils demandent le départ de la MONUSCO, mais je vois aussi un communiqué qui dit que la MONUSCO va accompagner la CENI, le processus électoral, là où, situé à l'intérieur du pays, où la CENI n'a pas toujours de moyens de mobilité. Est-ce qu'on veut une chose de son contraire? Vous conduisez quelqu'un et puis vous lui demandez encore de nous aider. Donc, des choses lignes. On doit être cohérent. Cohérent dans la démarche. Alors, le président parle aussi des dialogues avec les rébellions. On ne doit pas continuer à construire une république sur base de négociations avec les rébellions. Le Congo doit se faire fort et chasser les rebelles. Donc, pas de négociations avec les M23. Non, personne n'a réclamé les négociations avec les M23. Mais pour qu'on en arrive à ce point-là, il faut bien requinquer nos vaillants militaires qui se battent à prix de leur sang. Est-ce que nous les avons outillés? Si on les outille, on les motive, je pense qu'en si peu de temps, on peut récupérer tout ça, reconquérir les territoires, évacuer. Mais on chasse la MONUSCO. Maintenant, la force est là, et il y a ce qui est là. Nous estimons que le travail qu'ils font, c'est un bon travail. Et si nous voulons le départ de la MONUSCO, on doit aussi vouloir le départ de l'AEC qui se trouve dans la même situation. Donc voilà. Donc on doit être juste, on doit savoir analyser les choses froidement et prendre des solutions parce que la MONUSCO peut partir et l'AEC risque de faire pire que la MONUSCO. Parce que depuis qu'elle est là, moi je ne vois pas quel est le résultat par rapport à la mission, par rapport aux attentes de la population. On continue et j'ai comme l'impression des tueries se font. Donc le meilleur pour vous, c'est que le Congo doit se rendre fort et assumer son indépendance et sa sécurité. On ne peut pas sous-traiter la sécurité d'un État. On ne peut pas confier la défense de la patrie à des étrangers. Parmi les missions régaliennes d'un gouvernement, d'un État, c'est avoir le contrôle de la situation. La sécurité et la paix ne relèvent pas de la MONUSCO, ne relèvent pas des EAC, ça relève du gouvernement. Je crois le gouvernement doit se doter des moyens nécessaires. Se doter des moyens nécessaires, c'est donner un budget conséquent à la défense. C'est-à-dire les équiper
les motiver de manière à ce qu'ils aient la puissance de fait pour évacuer une fois pour toutes. Sinon, ça s'apparente un tout petit peu à une sorte de théâtre ou une sorte de comédie qui dit pas bien son nom, mais cynique, suicidaire. Parce que tout le temps, nous avons toujours des tueries à répétition dans l'est du pays. Pendant que nous avons toutes ces forces-là. Nous avons l'armée nationale, nous avons la EAC, la MONUSCO. Donc, il y a tout le monde est là, mais rien ne s'est fait. Mais la population continue à être tuée. Donc, en d'autres termes, il n'y a que les Congolais même qui peuvent se prendre en charge, qui peuvent vaillamment défendre la population. C'est ça aussi la citoyenneté, c'est ça aussi le patriotisme. Mais si on continue toujours à sous-traiter, à confier la responsabilité, la défense de la patrie entre les mains des étrangers, qui s'appelle MONUSCO, qui s'appelle EAC, nous aurons seulement nos yeux pour pleurer. Or, on a assez pleuré. Je crois que le peuple a besoin aussi d'avoir du repos pour que la paix règne définitivement et pour que cette histoire de... Vous êtes professeur des universités, chercheur, penseur, surtout spécialiste dans l'entrepreneuriat. Merci pour les éclaircissements aux côtés des étudiants et la situation ou l'actualité nationale. Merci, professeur Omayonga. Oui, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir accordé cette interview, mais je dois encore souligner que le prof Omayonga n'est pas un homme seul. Le prof Omayonga, c'est quelqu'un qui a une équipe de jeunes, une vingtaine, une trentaine de jeunes tout autour de mon cabinet, parmi lesquels j'ai mon conseiller stratégique qui m'a accompagné, Bernard Mouaï, de son petit nom de Montbele. J'ai le conseiller politique Prida Tchomba, j'ai le porte-parole du président assistant principal Didier Mazo, les conseillers en communication et médias Maurice Mouchili. Ils sont nombreux et je ne saurais pas les citer tous. Mais sinon, c'est ce qui fait la force du prof Omayonga, c'est parce qu'il est entouré. Le casting est tellement rigoureux et je suis entouré par des hommes compétents, valeureux, parce que chez nous, on allie l'expertise et l'éthique. Donc, tu ne peux pas être à côté du prof Omayonga si tu n'es pas compétent, mais aussi si tu n'es pas de bonne moralité. Merci beaucoup, professeur Omayonga. C'est moi qui vous remercie.